Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous allons recevoir Marion Sigaud. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez remarqué que je m'étais déplacée pour aller voir sa conférence et que le son avait été plutôt médiocre. Donc, je me suis dit que l'invité serait été beaucoup plus porteur. Donc, bienvenue à Marion Sigaud sur l'émission de Reporter Citoyen. Merci de l'invitation. Merci Anne. Écoute, je suis ravie de te recevoir et on a pris la décision de faire l'intervention via Zoom et comme ça permettra de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de pouvoir reparler d'un autre point de vue sur la Palestine qui, je trouvais, était très important puisqu'il y a beaucoup de désinformation concernant la Palestine. Absolument. Voilà. Donc je viens parler de mon expérience, de ce que j'ai connu dans ma jeunesse, que j'ai bien connu, et je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Mansour Kardosh. Alors d'abord, en préalable, je voudrais dire que le 17 décembre 1998, j'ai reçu le prix Palestine Mahmoud Hamshari pour un livre que j'avais intitulé Mansour Kardosh, un juste à Nazareth, et que les éditions de l'Atelier venaient de publier. Alors la particularité de cet événement, et qu'il n'en fut pas un, en plein salon de remise des prix littéraires, c'est au mois de novembre, je suis la seule récipiendaire qui n'a pas eu droit à un seul entrefilet dans la presse. Il a fallu que je téléphone à l'association qui m'attribuait le prix pour m'assurer qu'on n'avait pas abusé. J'allais bien le recevoir, ce que la totalité de la presse française ignora. C'est comme ça, et ça l'est resté. Voilà, c'est comme ça pour moi. Donc, je reçois un prix et personne n'en parle. Alors, je l'ai mis sur ma fiche, je l'ai mis sur mon site. Voilà. Alors, je voudrais vous parler de Mansour Kardosh et de sa Palestine chérie à partir de quelques références historiques. Alors, en gros, au galop, on va dire, en 1894-95 éclate en France l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus est une affaire qui met en cause un juif dans une affaire touchant à une trahison dans l'armée. L'affaire va dresser la moitié de la France contre l'autre moitié. Des dessins humoristiques qui circulent à l'époque racontent qu'une famille est attablée gentiment, on boit, on chante et on mange, et brusquement, enfin l'image suivante, tout le monde est sans dessus dessous, les tables sont cassées, il y a des blessés, ils en ont parlé. De quoi? De l'affaire Dreyfus. Donc voilà. Donc même la France n'est pas capable d'accepter, alors c'est une interprétation, si même la France est incapable d'accepter un juif dans l'armée, enfin c'est ce qui se dit, que va-t-il advenir des juifs qui veulent s'intégrer? Enfin c'est un discours qui circule à l'époque et qui va mobiliser un journaliste juif qui s'appelle Theodor Herzl, qui déclare nécessaire la création d'un État juif en Palestine. Voilà. Si même en France, les Juifs ne sont pas tranquilles, il faut créer un État juif en Palestine. Et il publie un livre qui s'appelle L'État des Juifs. Un an plus tard, en 1897, donc là, le journaliste Theodor Herzl, l'État des Juifs, c'est 1896. Un an plus tard, en 1897, a lieu à Bâle un congrès qui peut être considéré comme l'événement fondateur du mouvement sioniste. On crée un fonds national juif chargé d'achat de terres en Palestine. Donc le but va être de dire aux Juifs, on va créer un État pour les Juifs en Palestine, inscrivez-vous, rejoignez-nous, il faut aller en Palestine. En 1915, Sir Henry McMahon, haut commissaire britannique en Égypte, promet à Hussein, shérif de la Mecque, la création d'un État arabe souverain en échange de la participation des Arabes à la guerre contre les Turcs. Tout le monde arabe à cette époque-là est sous domination turque. Turc, c'est pas arabe et arabe, c'est pas turc. Hein, voilà, d'accord, on est bien d'accord. Je sais qu'il y a des gens à qui il faut spécifier parce que les gens qui considèrent que tout ce qui est au-dessus de la Méditerranée, c'est la grande bougnouli, j'en connais. Tout ce qui est au-dessus de la Méditerranée, c'est des bougnoules. Ne pas confondre. D'abord, je ne connais pas, je n'utilise jamais ce terme infamant. Et effectivement, les Arabes vivaient sous domination turque et les Anglais leur ont promis la création d'un grand État arabe unifié s'ils aident la couronne britannique à vaincre les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs. Voilà. Donc, ça donnera la grande révolte arabe menée par Laurence d'Arabie. Alors, je vous conseille d'aller voir ce très beau film, Laurence d'Arabie. C'est vraiment, c'est une belle leçon d'histoire. C'est un très, très beau, très, très bel hymne à la fois à la nation et à la nation arabe. C'est un très, très beau film. Voilà. Donc, en 1916, un an plus tard, il y a des accords secrets qu'on appelle Sykes-Picot, la Grande-Bretagne pour Sykes et Picot pour la France, conviennent de se partager le Proche-Orient en violation de l'accord Hussein-McMahon. C'est-à-dire que d'un côté, on promet aux Arabes
quand on sera débarrassé des Turcs, vous aurez un État indépendant, et dans le même moment, la Grande-Bretagne et la France s'apprêtent à dépecer l'Empire ottoman à leur profit. Voilà. Donc, il est prévu de placer en Palestine la Palestine, siège des lieux saints, sous statut international. Mais en attendant, le monde, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, tout ça, ça va passer sous domination occidentale. C'est le plan, hein, c'est le but. En 1917, vous voyez que les choses vont vite, déclaration Balfour. La Grande-Bretagne promet au mouvement sioniste de l'aider à créer un foyer national juif en Palestine, précisément sur le territoire que MacMahon a promis à Hussein. C'est-à-dire que non seulement les Français et les Anglais se partagent le gâteau du monde arabe, mais les Anglais promettent aux sionistes, c'est comme ça qu'on les appelle, un sioniste c'est le retour à Sion, hein, c'est-à-dire ce sont les Juifs qui veulent le retour, qui veulent s'installer dans la Palestine historique, on leur promet de les aider à créer un foyer national juif, mais juif, c'est-à-dire uniquement juif. Voilà. Nazareth en 1920. Un certain Taoufik Kardosh est meunier à Nazareth. Comme avait fait son père, il transformait les grains mûrs de l'été en farine pour le pain. Alors, qu'est-ce que c'est que la Galilée, hein, un pays sous-développé, où il n'y avait que des sauterelles? Tiens donc, écoutez ce qu'écrivait Pierre Loti à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire en 1894. Beaucoup de jeunes femmes sont à travailler dans ces champs immenses, enfouis jusqu'à mi-jambe dans des épis serrés. Pierre Loti écrit ça en 1894 et il voit la Galilée noyée dans les blés et l'or, c'est-à-dire la Galilée est très fertile, ça n'est pas du tout. D'ailleurs, on dira le pays où coule le lait et le miel, ce qui sera un peu en contradiction avec un pays de cailloux cailloux d'un côté et de marais de l'autre. Alors, Nazareth, c'est quoi? C'est la plus ancienne ville chrétienne du monde. En son centre, la basilique de l'Annonciation domine les autres clochers, mais aussi les minarets. Depuis des lustres, Nazareth appelle à la prière par ses cloches ou ses muezzins. Les séminaires grecs orthodoxes, les églises maronites ou des couvents catholiques côtoient des mosquées. C'est comme ça en Galilée et on entend bien que ça continue. Et c'est comme ça depuis des siècles. D'accord? Rue du Puy-de-Marie, en plein centre de Nazareth, se situe le moulin des Cardoches. Alors, rue du Puy-de-Marie, c'est là où, dit-on, la Sainte Vierge venait s'abreuver quand elle était jeune fille et qu'elle habitait Nazareth avant de donner naissance au petit Jésus. Voilà. 1920, c'est la fin de 5 siècles de domination ottomane. Alors, espoir pour les Arabes du Levant, vous avez compris, l'espoir va être vite déçu. La Société des Nations donne un avis favorable aux prétentions anglaises d'un mandat sur la Palestine. Et oui, donc les Anglais vont prendre pied en Palestine et l'intelligentsia palestinienne envoie une délégation à Londres. Il existe une intelligentsia palestinienne qui voit bien le danger et qui dit, attendez, vous nous promettez les choses d'un côté, vous en promettez d'autres à d'autres, nous voulons savoir à quelle sauce nous allons être mangés, nous voulons être souverains chez nous. Voilà. Et de quoi vont parler ces intellectuels palestiniens qui vont à Londres? Ils vont évoquer un danger nouveau. On voit des Juifs arriver d'Occident acheter à prix d'or des terres agricoles qu'ils payent à de riches obros. Alors, les riches obros, ce sont des gens qui, à la fin du 19e siècle, l'Empire ottoman était endetté et des gens sont venus d'Occident, enfin de France et d'Angleterre, mais beaucoup de France, à ce que j'en ai compris, pour expliquer au sultan que s'il veut s'enrichir, il faut qu'il puisse lever un impôt foncier, et pour ça, il lui faut un cadastre. Donc, pour pouvoir élaborer un cadastre, il envoie, le sultan dit d'accord, ok, on va élaborer un cadastre, il envoie des arpenteurs et des agents dans les villages, notamment, alors on va parler de ceux de Palestine, je ne m'occupe pas du reste de l'Empire, et on dit des arpenteurs viennent dans les villages en disant, voilà, à qui appartient ce champ? Les gens disent au village. Non, mais à qui nommément? Au village. Non, attendez, ça n'existe pas, ça. Il nous faut un propriétaire, il nous faut un nom. Un village, ce n'est pas un nom de personne. Et devant l'impossibilité qu'ont les villages qui fonctionnent en mode communautaire, comme avaient fonctionné les communautés agricoles françaises, les paysans palestiniens se trouvent dans l'impossibilité de donner un nom de propriétaire. Et à ce moment-là, les agents du sultan disent, pas de propriétaire, terre saisie. Ah oui, bien. Si elle appartient à personne, c'est à nous. Bon. Et il nous faut un nom. Il nous faut un nom, quelqu'un qui va se déclarer propriétaire. C'est à ce moment-là que on va appeler des obros, des effendis, hein, des obros, des notables, si vous voulez, des notables palestiniens ou même pas palestiniens, d'ailleurs, qui pouvaient être libanais ou syriens ou peu importe, se présentent dans les villages. Ils ont eu vent de la détresse de ces villageois. Ils leur disent, vous savez quoi, je vais m'inscrire, moi, comme propriétaire, mais je vous ficherai la paix, je ne m'en occuperai pas. Et l'impôt retombera sur moi, et puis bon, on se partagera
mais je ne vous embêterai pas. Je me présenterai seulement comme légitime propriétaire des terres de votre village, ce qui en évitera la saisie. Et l'affaire a duré comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pas de souci. Jusqu'à ce qu'un jour, les Juifs arrivent et qu'ils aillent voir les propriétaires en leur disant, dites donc, alors au fils ou au petit-fils, hein, celui qui avait passé l'accord, en lui disant, votre terre, là, on vous l'achète. On vous l'achète. Vous vous trouvez propriétaire, vous n'avez rien fait, vous êtes propriétaire des terres d'un village et vous avez des gens qui arrivent avec de l'argent absolument illimité qui disent, votre terre, là, on vous l'achète. Il y en a combien qui vont résister? Un? Elles vous disent, allez, on vous la prend 500. À 10 à 500. Allez, 1000. Allez, hop. C'est-à-dire que ces gens arrivent avec de l'argent qui semble illimité et qui, de toute façon, circule dans des proportions absolument inconnues à ces populations qui sont pauvres. Enfin, qui sont pauvres. C'est pas la misère, parce que c'est également l'opulence de la terre. Mais je veux dire, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est que de la grosse galette. Ils n'ont jamais vu. Hein. Ce sont des paysans, ce sont des gens qui vivent du fruit de leur travail, de leur troupeau, de leur champ. Ils n'ont jamais vu de la grosse galette. Et vous avez là des Juifs qui arrivent en disant on vous achète la terre. Et alors, le hobereau qui signe la vente d'une terre dont il est effectivement le légitime propriétaire, même si c'est son père ou son grand-père qui a fait la transaction, lui, il en a été, on lui dit, vous toucherez l'argent quand la terre sera vide de l'État. Donc, vider Vider de tous ses habitants. C'est-à-dire que dans les années 20 et 30, on voit des familles entières obligées de quitter les terres qu'elles ont toujours habitées, que leurs pères ont toujours habitées, parce que les nouveaux propriétaires les chassent. Et les nouveaux propriétaires, ce sont les Juifs qui arrivent d'Occident et qui disent, nous sommes maintenant chez nous, nous avons payé, nous avons acheté. Voilà. Donc, quand les uns diront, on nous a volé nos terres, il faudra les croire, et quand les autres diront, on les a achetées, il faudra les croire également. L'important étant de connaître le détail de la transaction. Voilà. Donc, les sionistes qui s'installent en Palestine ont pour projet de travailler eux-mêmes la terre en lieu et place des paysans et non pas de les faire travailler. Ce n'est pas une colonisation au sens où on a l'habitude de l'imaginer. On arrive sur une terre, on fait suer le burnou, on fait travailler les autres et on encaisse la plus-value. Ça n'est pas ça. Ils ont l'intention de chasser les paysans pour s'installer à leur place. Chaque nouvelle transaction jette des familles entières sur les routes. Et ces familles entières vont s'agglutiner dans les villes et devenir la force prolétaire des usines britanniques installées depuis 1920 et pour quelque temps encore jusqu'en 1948. Mansour Kardosh, donc ce monsieur que j'ai bien connu, que j'ai tendrement aimé, il est né rue du Puy-de-Marie le 17 mai de l'année 1920. Auprès de Taoufik, son père, Anissir, sa mère, il avait 3 frères et 4 sœurs, donc 8 personnes, plus les 2 parents, une famille de 10 personnes. Au moulin ronronnait un petit moteur de réfrigération qui fabriquait des blocs de glace. Dans un pays chaud, des blocs de glace, c'est bien pour conserver la nourriture, notamment la viande. Ça, c'est clair que la viande qui n'est pas réfrigérée, elle a une durée de consommation extrêmement limitée dans les pays chauds. Donc, Mansour a fait sa scolarité primaire et le début du secondaire à Nazareth. Alors, c'est une famille de chrétiens. Hein. Les Kardosh sont des chrétiens. Voilà, ce sont des gens qui vont à la messe, qui sont les chrétiens de Nazareth. À 13 ans, ses parents l'envoient au Liban pour apprendre l'anglais dans un village qui avait la réputation d'avoir une très bonne école. Il n'y avait aucune frontière à traverser hein, pour aller de Nazareth au Liban. Il suffisait de prendre la bonne route, le bon autobus, la bonne route, et puis il n'y avait pas de frontières. Les territoires étaient absolument poreux. On passait d'un village à un autre, d'une ville à une autre, sans rencontrer de frontières. Donc, le Liban était le siège de la Renaissance arabe. C'était un mouvement intellectuel. Et le Liban était le pays qui avait le plus d'universitaires, le pays arabe qui avait le plus d'universitaires et qui détenait le record en matière de lutte contre l'illettrisme, la Palestine arrivant en second. C'est-à-dire que Palestine et Liban se faisaient concurrence pour être ceux qui allaient apporter le plus de savoir et de connaissances à leurs enfants, par l'intermédiaire de leurs écoles. Alors, le choix fut mauvais pour l'école et le père de Mansour l'a rapatrié. Ça n'allait pas. Il l'a rapatrié, il l'a envoyé à Ramallah. Ramallah, c'est une ville qui se situe au nord de Jérusalem. Voilà, c'est beaucoup plus au sud. Donc, la Galilée, c'est le nord d'Israël. C'est le nord de la Palestine. Je ne vais pas dire Israël encore, on va dire la Palestine. Est-ce qu'on peut voir une carte? Justement, j'étais en train de me dire qu'on aurait pu mettre une image des pays limitrophes de la Palestine, comme ça on peut avoir une idée. Alors, je fais ça. Ensuite, si je peux la voir. On peut continuer, je vais te la mettre si tu veux. D'accord. Le temps que je la télécharge, comme ça on l'a directement et on peut l'utiliser.
Ça, c'est la carte que je n'ai pas mis, que j'ai pas mis à l'avance. Vas-y, je t'en prie. Donc, alors, son père le rapatrie à Ramallah dans une école Quaker pour garçons qui s'appelle Friends School. C'est une école chrétienne prometteuse pour l'élite à venir. Alors, les chrétiens dans la Palestine de cette époque-là se font concurrence pour apporter la meilleure formation, le meilleur soutien scolaire, les meilleures études aux Palestiniens qu'ils rencontrent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une émulation. Il y a beaucoup de gens qui parlaient français à cette époque-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient dans des écoles chrétiennes françaises. Enfin, voilà, c'est la Palestine de cette époque-là. Alors, ce système d'école originaire, soit d'Amérique, soit d'Europe, aidé gracieusement, qui aidait gracieusement les Palestiniens, va permettre à 27% de la population palestinienne d'être lettrée. 27%, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, voilà la carte. Nous voyons, voilà. Je vais agrandir la carte. Alors, vous voyez le Liban en haut? Oui. Hop là. Attends, oh là là, je ne vois pas la carte, j'ai un. Bon, le Liban, il est tout en haut. Il est vraiment en haut à droite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un truc en plein milieu de mon. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez le Liban en haut et le Golan en rouge. Nazareth, c'est vous entre le lac de Tibériade qu'on voit sous Golan. Vous tirez un trait jusqu'à la mer. Vous avez le Liban entre le bas du Liban et le haut de la Cisjordanie. Vous tirez un trait et au milieu vous avez Nazareth. C'est la Galilée. C'est là Nazareth. D'accord. Okay. Donc c'est voilà, c'est là. Alors, ce qu'on appelle la Palestine historique, c'est ce qui est sur cette carte, Israël, Gaza, Cisjordanie et Golan. La Palestine historique, c'est ça. Non, moins le Golan. Cisjordanie, Gaza et Israël. C'est ça la Palestine historique. Pourquoi historique? Parce que c'est comme ça. Ça s'appelait la Palestine. Une petite chatte, petite mimine. Voilà. Donc ça, c'était la Palestine historique. Ouais. Donc, vous avez vu où se trouve Nazareth. Alors, je raconte que dans les villes, une génération entière d'hommes et de femmes nés au début du siècle avait au moins le bac. C'est-à-dire que la Palestine était loin d'être un pays sous-développé sur le plan intellectuel et loin et même très loin. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont joué du piano devant moi et quand ils en trouvaient un, c'était pas toujours facile. Bon, peu importe. Plusieurs personnes qui connaissaient le piano. La bourgeoisie palestinienne a vraiment fait de gros efforts pour bien éduquer ses enfants. Et en avril 1936, Mansour était à l'école de Ramallah où il faisait des études secondaires quand éclata la grande révolte palestinienne contre l'arrivée massive des immigrants juifs. C'est-à-dire qu'en 1936, la population palestinienne se révolte comme un seul homme contre l'arrivée des juifs. Ils n'en peuvent plus. Les Juifs arrivent par bateau entier, ils prennent les terres, comme j'ai dit, ils prennent les emplois, c'est l'affolement, c'est l'invasion, ça s'appelle une invasion, hein. C'est ni plus ni moins qu'une invasion. Et en avril 1936, la population palestinienne se soulève. Et c'est l'époque où Mansour était encore à l'école. Et alors, à ce moment-là, mais quasi comme une traînée de poudre, les usines d'armement, les usines de transformation du pétrole, les moindres fabriques, tout ce que la puissance mandataire faisait produire par la main-d'œuvre locale s'arrête tout d'un coup. Tout ferme. Les usines, les marchés, les boutiques, les transports routiers, les publics, il n'y avait plus de fonctionnaires, ni d'employés municipaux, d'ouvriers, d'étudiants ou d'écoliers. Tout le monde s'arrête. Les impôts, les ports, les chambres de commerce, les administrations diverses, tous les services publics, tout ce qui se recourait à des ouvriers ou à des employés arabes se vit totalement paralysé pendant 6 mois. La grève générale contre l'invasion qu'on reproche aux Anglais de laisser faire, bien évidemment, parce que ce sont les Anglais qui ont autorité sur la Palestine. Hein. À partir de 1920 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Anglais qui dirigent. Donc, si autant de Juifs arrivent de l'extérieur, c'est parce que les Anglais laissent faire. Si les Anglais ne laissaient pas passer, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, c'est une grande révolte contre la puissance mandataire. La répression anglaise est féroce. Ils rasent la vieille ville de Jaffa. Vous savez, quand on décide de raser. Bon, en France, Louis XIV, il a su faire ça à ses voisins. Donc, on ne peut pas dire que les Anglais n'aient rien inventé. Mais enfin, voilà, pour les Palestiniens qui avaient vécu de façon relativement paisible pendant toutes ces années, ça a été vraiment une catastrophe. Les Anglais ont pendu 110 terroristes. Alors, c'est quoi les terroristes? C'est des gens qui ont pris les armes. Hein. Quand la démocratie ne vous entend pas, quand il n'y a pas de démocratie, vous prenez les armes et on vous appelle des terroristes. C'est vieux comme le monde. Et les Anglais ont reconnu 3000 morts durant les combats. 3000 morts, ça fait pas mal quand même.
Ça fait quand même beaucoup. Hein. Les villes et les villages étaient organisés en comités de résistance et les paysans expulsés de leurs terres se sont joints au mouvement. Il y a les gens qui ont du travail et puis les gens qui n'en ont plus et tout le monde se joint au mouvement dans des gigantesques manifestations. Enfin, ça a été vraiment un soulèvement. 50 ans plus tard, le monde connaîtra le mot arabe qu'on donne à ce genre d'événement, c'est intifada. Intifada, ça veut dire soulèvement. Intifada, c'est le soulèvement, c'est le renversement. Alors, un officier anglais nommé Wingate a intégré des escouades de jeunes juifs qui sèment la terreur. Et il leur explique comment on fait parler les gens, comment on les terrorise, comment en rentrant dans un village sans savoir quoi, on ressort en sachant tout, tellement, enfin la torture, ouf, mon Dieu. Ce Wingate, c'était vraiment une horreur. Et ces jeunes recrues sauront quelques années plus tard utiliser le savoir-faire qu'ils ont été à bonne école pour apprendre. La grève avait été déclenchée pour contrer l'influence montante des sionistes. Elle va se retourner en leur faveur parce que partout où les Arabes cessent de travailler, les Juifs prennent les places. Et les Juifs les remplacent. Donc c'est un échec total. C'est un échec total. Un contemporain de Mansour, le journaliste militant israélien Ouré Avneri, raconte que, alors lui, c'était un jeune sioniste à l'origine, après il a appris, il a changé de point de vue. Il raconte que quand il était jeune, il montait la garde avec ses copains devant les vergers pour empêcher les Arabes d'y trouver du travail. Donc on vous prend vos terres, on y plante des ceci et cela, et quand vous l'amenez chercher du travail, on dit non, travail juif. C'est-à-dire qu'en fait, ils perdent tout. Ouri Avneri raconte qu'ils versaient du kérosène sur les tomates des Arabes au marché. Ils attaquaient les ménagères juives au marché et écrasaient les œufs qu'elles avaient achetés à des Arabes. Et pourquoi est-ce que les ménagères avaient acheté des œufs à des Arabes? C'est toujours moins cher. C'est toujours moins cher chez les Arabes, parce que comme ils sont plus pauvres, ils font des profits plus petits. Donc voilà. Mansour avait 18 ans en 1938 quand son père mourut brusquement. Il devenait chargé d'une famille de 9 personnes dans une Palestine en proie au chaos, au désordre, sans aucun espoir d'apaisement et sans aucun espoir. Donc avec sa mère, Mansour va diriger le moulin pour faire du blé, une petite fabrique de glace et une minuscule affaire de fabrication de limonade. Et avec ça, il va faire 9 personnes. 9 personnes, vous imaginez. Il réussit à devenir fournisseur attitré de la farine à gréer. Alors, c'est quoi la farine à gréer? C'est un mélange de plusieurs céréales qui seront moulues dans son moulin selon le processus ancestral. Et c'est la farine à gréer de la ville de Nazareth. Si vous voulez de la farine à gréer, vous pouvez aller vous servir chez Mansour Kardosh. Voilà. En 1943, Winston Churchill annonce au président du Congrès juif mondial, Chaim Weizmann, qu'il soutiendra la création d'un État national purement juif sur une partie au moins de la Palestine. Le danger se précise. Chez les sionistes de gauche, on prône la création d'un État binational. Alors moi, j'ai connu de ces sionistes de gauche qui disaient oui, avant, on voulait un État binational, mais cette mouvance-là va finir par vouloir un État purement juif. Ils ont expliqué par souci de réalisme. Voilà. C'est-à-dire que quand on sait qu'on n'arrive à pas obtenir quelque chose, on dit qu'on veut autre chose. C'est un peu le truc. Donc, ils ont fini par, même les sionistes de gauche vont finir par dire qu'ils veulent un État purement juif. Et avoir un État purement juif, ça implique qu'il faudra faire partie des Arabes qui sont dessus. Hein. Il n'y a pas photo, comme on dit. Ils n'ont plus de place, ça c'est sûr. Voilà. Alors, en 1945, au mois de mars, est créée la Ligue arabe. Et la Ligue arabe propose la création d'un État indépendant unique, alors les Anglais dehors, État indépendant unique, ça veut dire les Anglais dehors, dans lequel Juifs et Arabes seront représentés à proportion de leur population, mais avec l'arrêt d'immigration. C'est-à-dire, on arrête les populations là où elles en sont, on donne des droits à chacun en fonction de leur représentativité, et on arrête l'immigration. Voilà. Le président américain Truman, le vrai vainqueur du conflit, en 1945, il appuie le projet sioniste. Le projet sioniste veut un État juif viable contrôlant son immigration. C'est-à-dire que les Arabes ne sont pas entendus. Ce sera la partition. Il faudra partager la Palestine en deux. Une partie pour les Arabes, une partie pour les Juifs. Et la lutte armée repart de plus belle. En juillet 1946, l'Irgun, alors l'Irgun c'est un mot hébreu qui signifie organisation, c'est un groupe armé dissident de la Haganah. La Haganah, c'est l'armée avant l'armée. C'est-à-dire que ce sont les troupes armées avant la création de l'État. La Haganah deviendra Tzahal, Tzava Haganah l'Israël, c'est-à-dire l'armée de défense d'Israël. Donc, en attendant que la Haganah devienne l'armée officielle, c'est un groupe armé qui fait sauter le siège de l'état-major britannique à Jérusalem. Ils font 110 morts. 110 morts. Ils ont mis des bombes dans un hôtel, un grand hôtel, et les soldats anglais qui se sont retrouvés sans tête et sans main. Enfin, c'est vraiment une horreur. Ça veut dire les Anglais dehors. C'est-à-dire, voilà, vous êtes bien gentils de nous aider, mais on ne veut pas de vous. Sortez, partez.
L'Exodus d'un bateau amène au large des côtes de Haïfa. Haïfa, c'est le grand port du Nord. Haïfa, c'est la partie sur la côte de la Galilée. Voilà. On regarde la carte. Voilà, voilà. Vous voyez Haïfa là-haut? Voilà. Oui. Voilà. Donc au-dessus de Nazareth, c'est ça? Près de la côte? Voilà, voilà. Et Nazareth, c'est le cœur de la Galilée. Et toute cette partie-là, voilà, Haïfa, Nazareth, jusqu'à toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la Galilée. Voilà. Alors, je reviens à mon histoire. Comment je sors d'ici? Voilà. Donc, l'Exodus, c'est un bateau qui est amené au large des côtes de Haïfa avec une cargaison de 4500 rescapés de la guerre que les Britanniques impitoyablement refoulent vers l'Allemagne. Et ça, c'est ce qu'on appelle une opération de relations publiques. C'est pour émouvoir. Voilà. Dans les pays arabes alentours, des émeutes font couler le sang à Damas, à Alep et à Bagdad. Pourquoi? Parce que les Arabes se souviennent qu'on leur a promis un grand État arabe et qu'ils voient qu'il n'y en aura pas. Quoi. Ils voient qu'il n'y en aura pas. Alors, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies recommande la partition de la Palestine en 2 États, l'un juif et l'autre arabe, Jérusalem et Bethléem restant sous contrôle international. C'est-à-dire que ce que les Nations unies proposent, c'est la partition de la Palestine avec les Juifs d'un côté et les Arabes de l'autre. Existe l'idée d'un seul État dans lequel tout le monde pourrait vivre en bonne intelligence. Donc les Palestiniens des villes qui en ont les moyens sentent qu'il va y avoir la guerre et ils partent se mettre à l'abri. De Haïfa, de Jaffa, de Jérusalem, ils ferment leurs maisons et partent se réfugier au Liban, en Égypte ou en Jordanie. Ce sont des familles qui ont les moyens et qui fuient la guerre. Ainsi ont fait les miens 8 ans plus tôt en France, quand éclata la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes et ma maman ont pris la route de l'Exode après avoir fermé la maison et chargé la voiture avec les matelas sur le toit, la voiture. Ça s'appelait l'Exode. Eh bien, mes parents, mes grands-parents ont retrouvé leur toit quelques semaines plus tard et les Palestiniens, jamais. Ils ne sont jamais revenus. C'est ça, cette histoire des clés là, en Palestine. Oui, oui, oui. Oui, les Palestiniens ont fermé la maison à clé, ils sont partis avec les clés. Et c'est la clé, c'est vraiment le symbole du désir des Palestiniens de rentrer chez eux. La fuite hors des villages, là je vous raconte la fuite hors des villes. La fuite hors des villages s'est transformée peu à peu en exode et en panique. La Haganah harcelait les fuyards. Ça a été vraiment des fuyards, ce sont des familles qui fuient à pied avec leur barda sur la tête, quoi. Je veux dire, s'ils sont harcelés par l'armée, c'est des massacres. Bon. Il y a à Der Yassin, qui est une ville, un gros village, un bourg en fait maintenant, mais un village de la périphérie de Jérusalem, le 9 et 10 avril 1948, un massacre abominable est perpétré par une unité du groupe Stern. Le groupe Stern, c'est une organisation sioniste de droite, on dit la droite sioniste, et il perpètre un massacre absolument abominable qui servira d'arme psychologique pour lui donner des proportions massives, c'est-à-dire qu'on fait un massacre qu'on va bien faire connaître, on va enregistrer les hurlements des victimes, on va les passer sur des haut-parleurs pour faire fuir les autres, on massacre un village qu'on vide pour que le vidage de tous les villages palestiniens se fasse en très très grande proportion. C'est-à-dire, en fait, on veut organiser, les sionistes organisent l'exode massif des Palestiniens hors de leur maison. En leur faisant peur avec des cris, etc. Avec les cris, alors d'abord avec les exactions qu'ils commettent sur place et avec celles qu'ils ont commises plus loin voilà, pour terroriser les gens, pour que les Palestiniens aient peur. Et de toute façon, quand vous savez que votre maison va être attaquée, vous prenez vos jambes à votre cou et vous dites je reviens demain. Oui, sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Voilà. Donc, le 15 mai 1948, c'est le départ officiel des Anglais. 15 mai 48, les Anglais, ils étaient arrivés en 1920, ils s'en vont 28 ans plus tard. Et David Ben Gurion proclame l'État d'Israël. Et alors, les armées arabes des pays alentours lancent l'offensive. Les armées arabes, c'est quoi? Ils n'ont même pas suffisamment de tromblons par nombre de soldats. Et quand ils ont les tromblons, ils ont pas les munitions à mettre dedans. Je veux dire, il n'y a pas d'armée arabe viable. Je veux dire, ils sont. Je veux dire, la nation arabe, elle sort de 5 siècles de domination ottomane. Elle est absolument pas en état de se battre contre un État armé comme le jeune État d'Israël l'était par les puissances occidentales, c'est clair. Donc, les armées arabes lancent l'offensive et puis ils n'ont aucune chance de gagner. Ils n'ont ni commandement ni armes et les Juifs sont très bien équipés et très bien entraînés. Donc voilà,
c'est la défaite. Alors, qu'est-ce qui se passe à Nazareth? Moi, je suis venu vous raconter l'histoire de Nazareth. Alors, Nazareth, il faut savoir que Nazareth, c'est au milieu d'Israël. C'est au milieu d'Israël, d'accord? Là, Israël vient d'être créé, et Nazareth se trouve au milieu, c'est-à-dire en Galilée. Hein, et Nazareth voit arriver un afflux de réfugiés de Haïfa et des villages alentours. Les routes sont noires de centaines de milliers de civils désarmés, des hommes, des femmes valides, des enfants, des bébés, des vieillards et des invalides, des femmes enceintes ou des femmes en couche, les malades et les bien portants côte à côte, le plus souvent en larmes, portant sur la tête tout leur avoir. On leur envoie par haut-parleur les hurlements de Der Yassin. Le bourg de Safouria. Safouria est à quelques kilomètres de Nazareth. Quelques kilomètres de Nazareth. Quand vous sortez de Nazareth en voiture, vous avez Safouria, enfin l'ancien village de Safouria qui est juste à côté. On peut y aller à pied. Donc à quelques kilomètres de Nazareth, Safouria avait 7000 habitants, 16 000 hectares de terre, dont 200 de vergers. Ils faisaient des fruits et des légumes, ils élevaient des chevaux. Il y avait les troupeaux de Safouria, les élevages de chevaux de Safouria, l'huile d'olive de Safouria. Safouria est un village extrêmement prospère. Il était connu depuis l'Antiquité, la ville avait un système d'irrigation qui donnait des jardins et des terrasses. Safouria avait 3 écoles, 30 professeurs, elle a donné à la Palestine des juges, des médecins, des poètes. Chrétiens et musulmans y avaient toujours vécu en bonne intelligence et ils avaient même dans les années 20 mis sur pied un système de conseil municipal pionnier dans son genre. On raconte que Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, est née à Safouria. Grâce aux subsides du Vatican, les Safouriens bénéficiaient de soins médicaux gratuits et de formations professionnelles pour jeunes filles qui venaient étudier la couture et les arts ménagers. Safouria était un village palestinien prospère et heureux. Safouria est morte le 15 juillet 1948 après une nuit de bombardement. Les habitants ont tous fui à travers les collines et l'armée est rentrée. Safouria a été rasée, les maisons explosées une à une et remplacées par des pins. J'ai visité le site de Safouria, j'ai une habitude maintenant, je sais comment reconnaître parce que j'ai une habitude des villages palestiniens et de cette terre. Je sais comment on retrouve une maison au milieu de végétaux. Enfin, les maisons ont été explosées et ensuite passées au bulldozer et totalement écrasées. Et quand vous avez l'œil comme je l'ai, vous dites là il y avait une maison, là il y avait une rue, là il y avait un puits, là il y avait un bâtiment religieux. Voilà. Donc, Safouria a été entièrement rasé et remplacé par un moshav qui s'appelle Tzipori, Safouria Tzipori, qui exploite toutes les terres de Safouria et a fait un site touristique antique qu'on visite en payant un ticket d'entrée. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été détruit de Safouria a été transformé en musée et on va visiter la présence juive à Tzipori depuis 2500 ans alors que le village a été rasé il y a 50 ans. Voilà. Donc, l'armée est entrée à Nazareth le 16 juillet 1948 vers les 16 heures. Mansour et les siens sont allés se cacher dans le monastère le plus proche. L'électricité a été coupée. Ils ne savaient pas ce que c'était que de vivre dans le noir. Ils ne connaissaient pas encore ça. Ils ont entendu des ordres annonçant la mise en place d'un couvre-feu. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un couvre-feu. Ils ont entendu quelques rafales d'armes automatiques. Ils ont compris ce que c'était. C'est le premier qui met le nez dehors. Tac, 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 tac. L'occupation militaire de Nazareth commençait. La Palestine indépendante était morte avant d'être née. Voilà. Donc, pour les habitants de Nazareth, plus aucune liberté individuelle, ni de circuler, ni de rien du tout. Alors, il faut savoir que la ligne de cessez-le-feu de 1948, là, il faut reprendre une carte. La ligne de cessez-le-feu. Voilà. Donc, on va garder les cartes les multiples ou une carte simple? Oh, si tu as une carte simple avec 1900, voilà, très bien. Alors, regarde, tu vois en rose clair, c'est la partie israélienne de l'Israël reconnu par les nations. C'est-à-dire qu'en 1948, Israël, c'est ça, c'est cette partie rose claire. La partie rose un petit peu plus foncée, avec ce renfoncement de Jérusalem, oui. Où est marqué West Bank, c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie. C'est la partie de l'ancienne Palestine qui n'est pas tombée sous l'escarcelle juive au moment de la création de l'État d'Israël. Et cette ligne pointillée qui sépare le rose clair du rose foncé, c'est ce qu'on appelle la ligne verte. C'est la ligne qui sépare l'Israël légal des territoires palestiniens d'abord et ensuite. C'est cette ligne que l'armée juive franchira en 1967 et qui commencera l'occupation de. Alors, il est marqué West Bank. On dit aussi, alors, West Bank, c'est la rive occidentale du Jourdain. On dit aussi la Cisjordanie. Et en Israël, le mot le plus simple, c'est de dire les territoires.
C'est-à-dire qu'on est soit en Israël, soit dans les territoires, c'est-à-dire territoire occupé pour ceux qui le considèrent comme ça, ou territoire de Judée-Samarie pour ceux qui le considèrent différemment. Mais ce sont les territoires qui, en 1948, sont tombés sous l'escarcelle jordanienne et qui, en 1967, bon, on va y revenir, on va parler de 67 dans une seconde. Voilà. Alors, à Nazareth, plus aucune liberté individuelle, ni de circuler, ni de rien du tout. La population tombe sous une dictature militaire absolument insensée, alors qu'ils sont en Israël, hein, on est bien d'accord, ils sont en Israël, donc ils deviennent citoyens israéliens, de facto. Hein. Un juriste juif qui s'appelle Joseph Shapira, s'insurgera contre cette dictature. Il écrit « Ces lois n'ont d'équivalent dans aucun pays civilisé, même pas l'Allemagne nazie ». C'est d'une dureté absolument effroyable. Elles furent néanmoins appliquées aux citoyens non juifs du nouvel État juif. Donc, Israël est maintenant un État juif dans lequel se trouvent à peu près 250 000 Arabes qui ne sont pas partis. Il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui sont restés. Ce qu'on va appeler les Arabes israéliens, ce sont ceux qui sont restés dans leur maison ou pas loin de leur maison. Donc, Nazareth va apprendre à vivre sous occupation militaire et l'état-major s'installe à 200 mètres du moulin. Et voilà, on va apprendre à vivre avec l'occupant qui nous menace matin, midi et soir. Alors, Mansour a été obligé de fermer son moulin parce qu'on lui a imposé des nouvelles normes de mouture. Il avait la mouture agréée. Il a dit non, maintenant les nouvelles normes, c'est comme ça. Ben, comment voulez-vous que je fasse? Ben, vous faites pas. Les gens qui veulent faire moudre leurs grains, ils iront dans les moulins juifs, parce que les moulins juifs, ils sont aux normes. Vous avez compris le système des normes? À quoi ça sert les normes? Oui, on voit ça à l'heure actuelle aussi. Ben, évidemment, c'est toujours les mêmes trucs. Le même système, c'est les mêmes qui dirigent, quoi. C'est exactement le même système. Donc, les moulins juifs installés dans la plaine allaient remplacer le moulin de Mansour. Il a été obligé de fermer son moulin. Alors, il lui restait une fabrique de glace. Il y avait un petit moteur qui tournait, qui fabriquait de la glace et qu'il pourrait aller vendre dans les villages alentours. Et les villages juifs, les citoyens juifs autour de Nazareth, ils étaient preneurs de glace. Ça les intéressait beaucoup. Ça leur cassait les pieds de le faire. Donc, qu'un arabe vienne leur livrer de la glace, ils étaient tout à fait d'accord. Donc, est-ce que je pourrais vendre de la glace? Oui, monsieur Cardoche, pas de problème, vous pouvez vendre de la glace. Venez chercher votre permis de circuler demain matin, parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas un permis. On lui a donné son permis de circuler à 11 h du matin, d'accord? Donc la glace était devenue de l'eau tiède. Il n'a jamais pu, il est obligé de renoncer à ça. Si vous êtes obligé d'aller chercher un permis de circuler tous les matins et que vous êtes obligé de faire la queue pendant des heures en plein soleil, voilà. Ah oui. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui lui restait? Il lui restait vendre de la limonade et des cornets de glace. Vous imaginez les cornets de glace, faire vivre 9 personnes avec ça? C'est évident, c'était la ruine. La population de Nazareth a doublé. Elle est passée de 14 000 à 28 000 habitants en quelques mois. Tous les réfugiés se sont installés là. Les réfugiés étaient arrivés par camions entiers, certains pieds nus, les familles séparées en larmes et désespérées. On s'entassa jusqu'à 35 dans l'appartement des Cardoches. 35 les uns sur les autres. Qu'est-ce qu'on va devenir? Désœuvré et quasiment ruiné, Mansour passa ses journées à lire. Il devint un intellectuel. L'expropriation massive des terres commença. Parce que là, on a pris les villages dans leur ensemble, mais il y a les terres alentours. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les terres sans propriétaires ont été considérées comme saisissables, même si les propriétaires étaient à 3 km de là. On arrive, qui est le propriétaire? Il n'est pas là, hop, je prends. Mais attendez, le propriétaire, vous l'avez chassé, il est à... Non, on s'en fout, il n'est pas là. Il n'est pas là, on prend les terres. Donc, du haut d'une colline, vous voyez des tracteurs et des gens, vous s'installez sur vos terres auxquelles vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas accès parce que l'armée vous interdit d'entrer et ensuite, parce que vous n'y êtes pas, on vous les prend. Donc, toutes les terres de Safouria et de Nazareth ont été saisies comme ça. Toutes, absolument toutes. Nazareth s'est retrouvée sans aucune terre. Puis, on a inventé l'expropriation pour raison d'urgence. C'est totalement arbitraire. On a absolument besoin de mettre un camp militaire là. Boum, pourquoi là? Parce que c'est comme ça, discutez pas. Allez hop, on saisit pour raison militaire. Pour raison d'urgence. Ensuite, on a saisi ce qu'on appelle les biens waqf. Alors, les biens waqf, qu'est-ce que c'est? Les musulmans, parmi leurs 5 obligations, ils ont le pèlerinage, la prière tous les jours, ils ont l'aumône. Et l'aumône, elle est collectée par un organisme musulman qu'on appelle le Waqf. Et les biens Waqf ont été saisis par les Israéliens parce que, puisqu'on est dans une loi juive, qu'est-ce qu'on a besoin de biens musulmans? Et ils ont saisi tous les biens Waqf. Et les biens Waqf, c'était des biens qui servaient
à faire un peu ce que faisait l'Église dans l'Ancien Régime. Hein. L'Église, elle collectait la dîme, elle faisait des greniers d'abondance et puis elle participait au développement des campagnes. Mais les biens waqf, ça servait à ça également. C'était les biens qui étaient destinés à l'aumône et récoltés par l'aumône et destinés à aider les indigents. Et les Israéliens ont mis la main dessus. Ils ont mis la main dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin vous n'avez plus besoin de ça, on est dans un État juif, allez hop, par ici la monnaie. En 1948, 93% des terres étaient encore au nom des Palestiniens. Les transactions faites auprès des féodaux arabes dont j'ai parlé tout à l'heure n'avaient jamais dépassé les 7%. Tout ce que le jeune État a ensuite et jusqu'à aujourd'hui à sa disposition pour installer les kibbutz, les moshavs, les villes, les colonies, etc., a été acquis de cette manière. Le rouleau compresseur de l'expropriation a fait inéluctablement passer année après année des mains arabes aux mains juives la terre des aïeux. Les terres achetées ne furent que 6 à 7% du tout. 93% des terres ont été prises par la violence et l'expropriation. C'est comme ça. Irfa Rasak, relève la tête. Un jeune officier nommé Nasser, lui aussi arabe et fier de l'être, souleva l'enthousiasme des foules, son message pris dans tout l'Orient comme de la poudre. Il nationalisa le canal de Suez, déclara que la richesse arabe devait revenir au peuple arabe et défia les puissances impériales. Il donna un espoir insensé à ces populations désorientées, séparées et perdues. Nasser va rendre leur fierté aux Arabes. Et Mansour me dit, je me suis réveillé en disant, je suis arabe et je suis fier d'être arabe, j'appartiens à un grand peuple, à une grande culture. Il a réappris à s'aimer, à aimer le peuple arabe et à ne pas désespérer. Je vous recommande un personnage qui vit en France, qui tient exactement le même discours, c'est Adnan. Ah, c'est un ami, on l'a déjà invité sur le… C'est une merveille de garçon. Et Adnan, c'est la génération suivante. Alors lui, il est syrien, Mansour est palestinien, il est syrien. Il dit la même chose. Il dit, vive le monde arabe, vive le peuple arabe. Vous les Français, vous ne connaissez pas les Arabes. Moi, j'ai appris à connaître, hein, j'ai appris à aimer. Vous ne connaissez pas les Arabes. Venez faire notre connaissance. Venez découvrir comme nous sommes un grand peuple. Et se faire aimer en s'aimant soi-même, c'est une bonne stratégie. Montrer qu'on s'aime soi pour se faire aimer. Et voilà, donc Mansour a réappris à aimer, à s'aimer, à aimer le peuple arabe et surtout à ne pas désespérer, à reprendre espoir, alors qu'il avait absolument tout perdu. Il avait absolument tout perdu. Alors, les amis les plus chers ne se remettaient pas de la catastrophe, ils se retrouvaient à seulement 4 km de leur foyer, désormais interdits d'accès. Vous vous rendez compte, quand vous avez vos terres, votre maison, là, tous vos biens qui sont là à 2 pas et que vous pouvez même pas approcher. Les pères sans travail, assis par terre, en larmes, leurs enfants et leurs femmes impuissants leur apportaient consolation. Les anciens paysans fournissaient la nourriture à leurs familles, ils sont devenus ouvriers dans des métiers qu'ils ignoraient. Ils achètent désormais tout ce qu'hier ils produisaient. Moi, j'ai vu ça, hein, j'ai vu une famille palestinienne chez qui j'ai habité pendant un temps. Alors, c'était pas en Galilée, c'était un peu au-dessous. Ils avaient des chèvres et ils allaient régulièrement sur leur lopin de terre, s'occuper des chèvres, ils rapportaient du lait, ils rapportaient du thym, ils faisaient des nains, puis un jour on leur a piqué les terres, ils n'avaient plus de chèvres. Donc qu'est-ce qu'il faut pour avoir du fromage? Il faut aller l'acheter. Avant on produisait, maintenant on l'achète. C'est bien d'acheter, hein. C'est mieux, hein, tu parles. Donc en fait, les Palestiniens cessent de produire pour eux-mêmes, ils produisent pour les autres en échange de salaires dérisoires, et ils sombrent lentement vers le sous-développement économique, culturel et social. Voilà. Donc l'appauvrissement vertigineux de toute une population qui connaissait l'abondance, comme j'ai dit, hein, l'abondance des blés à Nazareth. Enfin, bon, c'est clair, Nazareth était une ville prospère, la Galilée était prospère et elle a sombré dans le sous-développement. Donc le rêve de Nasser s'est heurté à l'intransigeance occidentale qui n'allait pas tolérer qu'un arabe nationalise le canal de Suez. Hein. Alors le mépris des Arabes dans ces années-là, moi j'étais toute petite encore à l'époque, mais je l'entends encore. Le mépris des Arabes, je sais pas d'où ça vient, je veux dire, je sais pas d'où ça vient. C'est un peuple quand même qui est extrêmement intelligent, parce qu'on parle des mathématiques, on parle de l'astrologie. Oui, mais pourquoi? Voilà pourquoi. Bien sûr, pourquoi? C'est une grande culture. J'ai toujours, petite, été frappée de voir qu'il y avait. Voilà, Adnan. Ah, Alain. Il faut lui faire un petit coucou et lui dire qu'on pense bien à lui. De garçon, Adnan. Vraiment. Alors, il est français, père d'enfants et grand-père de petits-enfants français, hein, maintenant, Adnan. Mais enfin, c'est un Syrien. Un Syrien d'origine, un Syrien de cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la haine des Arabes, j'ai l'impression que c'est comme si on peut faire n'importe quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est des Arabes. Non, moi, j'ai pas été élevé comme ça.
J'ai remarqué que même pendant ton intervention, je veux dire, quand on a été ouais. à Musson, et que Oui. tu as une dame qui s'est encore relevée en s'exprimant et en étant contre les Arabes, alors qu'il n'y avait aucune raison. Mais il y a évidemment cette ça s'appelle le propagande. racisme, c'est une chose à laquelle je suis maintenant. Mais même la propagande médiatique aussi qui renforce ça. Je veux dire, dans les journaux télévisés, c'est toujours un Arabe qui a fait ceci, un Arabe qui a fait cela. Ouais, Tu vois bien qu'il y a divisé pour mieux. D'ailleurs, c'est quoi un arabe? Tu sais ce que c'est? Tu sais comment ça se définit un arabe? Non, dis-moi. Qu'est-ce qui définit un arabe? Hein? C'est intéressant. C'est quelqu'un dont la langue maternelle est l'arabe. C'est tout. Tout simplement. Tout simplement. Ah oui, donc je veux dire, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac. Bah absolument, vous avez des arabes chrétiens, il y a des arabes juifs, il y a des arabes musulmans, il y a des arabes expatriés, il y a des arabes chez eux, il y a des arabes. Un fils d'immigré ici qui est incapable de dire deux mots en arabe, pour moi, c'est pas un arabe, il est d'origine arabe, mais il n'est pas arabe. Un arabe, c'est quelqu'un qui parle arabe de naissance. C'est la langue qui a parlé à la maison. C'est un ami palestinien qui m'a dit ça. J'ai dit, mais c'est quoi arabe? Il m'a dit, arabe, c'est quelqu'un qui parle arabe depuis le berceau, depuis qu'il a appris à parler. Voilà. Donc, je reviens au rêve de Nasser qui nationalise le canal de Suez. L'État d'Israël se met aux côtés des puissances impériales et part à la reconquête de Suez. Hein. Alors, Israël, l'Angleterre et la France, et boum, on va aller faire la guerre, c'est en 1956, on va faire la guerre aux Arabes. Et ça a été le baroud d'honneur de l'Angleterre et de la France qui jamais ne se remirent de la bourde de cette année-là. Ils ont été vertement rappelés alors par l'Amérique encore montante et la puissante Union soviétique. Les deux ex-géants abandonnèrent la partie au profit de l'oncle Sam qui occuperait désormais tout l'espace. L'Angleterre et la France vont faire profil bas. Ils ont perdu la guerre de 56 et qui est-ce qui remporte la mise? L'Amérique. L'Amérique est la présente et l'Union soviétique. L'Union soviétique a été parmi les premiers, je crois, à reconnaître l'État d'Israël en 1948. Voilà. Donc, la résistance des Arabes israéliens. Alors, vous avez compris ce que c'est que les Arabes israéliens. Les Arabes de Nazareth, ce sont des gens qui vivent maintenant sous domination, sous occupation militaire, dans un pays qui est censé leur donner, s'ils veulent voyager à l'étranger, ils vont avoir un papier, un passeport ou une carte d'identité où il y a marqué État d'Israël. Donc, ils sont arabes, citoyens arabes de l'État juif nouvellement créé. Hein. Ils sont à l'intérieur, ce sont des Arabes qui sont à l'intérieur de l'État juif. Donc, la résistance des Arabes israéliens se fait avec la collaboration d'Israéliens juifs sincèrement attachés à un État binational. Et moi, qui ai connu Israël pendant des années, je ne peux pas dire que je les connaissais tous, mais franchement, ces Israéliens de conscience, c'est ce que j'ai fréquenté pendant des années. Quoi. Ce sont des gens étonnants. Ce sont des gens étonnants de courage, de ténacité, de courage, il en faut. Il en faut. Donc, Uri Avneri est devenu, alors celui dont je disais que quand il était jeune, on lui apprenait à casser les œufs des ménagères qu'ils achetaient chez les Arabes et à mettre du kérosène sur les tomates des Arabes, là. Il est devenu, il s'est rapproché des Arabes israéliens, il s'est rapproché de Mansour, dont il est devenu l'ami et il est resté ami avec Mansour jusqu'à la mort. Donc, leurs amis juifs les aidaient à diffuser une presse clandestine. Alors, la radio, c'est ça ce que me dit Mansour, il dit voilà, on est coupé de nos frères, mais quand on tourne le bouton de la radio, on entend parler arabe, ça vient de l'autre côté. En fait, on n'est pas complètement perdu, quoi. Donc, la radio leur donnait des nouvelles du reste du monde arabe et il les publiait dans une feuille qui s'appelait Al-Ard. Al-Ard, en arabe, c'est la terre, qui leur permettait de diffuser sans autorisation, parce que si vous voulez publier un journal, c'est-à-dire plus qu'une feuille recto verso, il leur fallait une autorisation. Ils sont pas été assez bêtes pour demander une autorisation, ils savaient très bien qu'on leur donnerait jamais. D'ailleurs, dès qu'ils l'ont demandé, ils l'ont jamais eu. Donc, leurs amis juifs leur faisaient parvenir clandestinement des journaux arabes, et comme ça, ils ont réussi à élaborer une première feuille de communication qui leur servait de lien pour communiquer avec les populations sous la botte, quoi, en fait, c'est ça. Hein, voilà. Donc, ils affirmaient ainsi leur lien indestructible avec le monde arabe et donnaient aussi des nouvelles de la guerre d'Algérie, de la conférence des non-alignés. Alors, les Palestiniens se disaient « nous sommes des non-alignés ». Tout ce qui pouvait les sortir de leur isolement remplissait leurs colonnes. Alors, ils en appelaient à boycotter les élections à la Knesset. Alors, c'est quoi la Knesset? C'est le Parlement israélien qui organisait des élections auxquelles les Arabes étaient invités à participer. Alors, ils avaient le choix entre des listes communistes ou des listes sionistes. Les listes sionistes, ça ne les concernait pas. Les listes communistes, ça ne les concernait pas non plus. Donc, ils pouvaient voter pour personne. Ils n'avaient pas le droit eux-mêmes de s'organiser. Voilà. Donc, ils en appelaient à boycotter les élections à la Knesset jusqu'à ce que soit instauré un vrai processus démocratique. Voilà. Et eux, donc ce mouvement, n'ont cessé d'en appeler à la coexistence entre juifs et arabes en Israël. Ils n'ont jamais cessé. Laissez-nous vivre ensemble. Mais ensemble, c'est-à-dire avec les mêmes droits, quoi.
Malheureusement, leurs liens avec les forces progressistes juives resteront toujours l'affaire d'une minorité non représentative. Voilà. Alors, petite minorité, à un moment donné, j'ai eu l'impression que je les connaissais tous en Israël, mais ça faisait du monde quand même, parce que je connaissais beaucoup de gens. Voilà. Alors, petit à petit, les militants de Al-Ard, hein, la terre, la petite feuille de chou qui diffusait, on va à réclamer ce que personne n'attendait d'eux et qui les rendit subversifs. Ils ont demandé l'application du plan de partage des Nations Unies de novembre 47. Le fameux plan de partage de 1947 qui suggérait la partition et que les Arabes n'ont pas voulu parce qu'il s'agissait de leur prendre la moitié de ce qu'ils avaient, donc ils n'étaient pas d'accord. Ils disent, attendez, nous on est d'accord. Je veux dire, on a compris. Vous nous avez tout pris, on veut le plan de partage. Le plan de partage disait, ça sera exclusivement arabe, ça sera exclusivement juif. Et il y avait surtout des garanties de droits accordées à toutes les communautés que ces Arabes israéliens vont dire maintenant, nous, c'est ça qu'on veut. Nous, c'est ça qu'on veut. On vous demande de prendre en considération que ce qu'on nous proposait pour le plan de partage pourrait rendre notre situation de toute façon meilleure que ce qu'elle est maintenant et elle pourrait devenir véritablement viable. Donc, ils ont demandé l'application du plan de partage, c'était sauver une partie de la Palestine et obliger Israël à reconnaître qu'il les occupait. Alors, les doutes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de partage de 1948 donnait aux Juifs infiniment moins que ce qu'ils ont réussi à obtenir au moment du cessez-le-feu de 1948. Les Juifs ne recevaient dans le plan de partage qu'une très étroite bande de terre côtière, très étroite, et la ligne de cessez-le-feu de 48 a doublé ou triplé ce qu'on leur attribuait. Donc, alors peut-être revoir si on a l'image. Si on peut voir là, oui, si on peut voir. L'évolution. Alors j'en avais deux, mais j'ai retrouvé celle qui est la plus visible, je pense. Voilà, le plan de partage. Voilà. Le plan de partage, c'est ce qu'il y a. Le plan de partage, c'est la deuxième carte. Voilà. Donc, il y avait la Galilée, la bande côtière et Gaza et une grande partie du Negev. Et regarde comme la frontière de 1948 qu'on voit sur la carte numéro 3, c'est la frontière de 48, c'est la différence entre la partie jaune et la partie verte. C'est ça. Voilà. Non. Donc, la partie, ce que les Palestiniens qui demandent, les Palestiniens de Nazareth, ceux qui demandent l'application du plan de partage, ils demandent que tout ce qui leur a été pris par la violence puisse leur être restitué. Voilà. Voilà. OK. Donc, demander l'application du plan de partage, c'était sauver une partie de la Palestine et obliger à reconnaître qu'on les occupait. Alors, les 12 premiers numéros de leur feuille de chou réussissent à paraître sans trop de dommages et le dernier en février 1960. 1960, c'est pas vieux, hein, ça fait 12 ans. Les autorités proposèrent à l'imprimeur de lui payer 6 mois de bénéfices s'il acceptait de ne pas faire son travail. Hein, on ne va pas laisser diffuser une feuille de chou comme ça. L'imprimeur refuse. Le 13e numéro fut saisi à la sortie des presses et tous les dirigeants furent arrêtés. Bah, tiens donc. Et ben voilà, Mansour et ses compagnons furent tous reconnus coupables de conspiration illégale et de violation de la loi sur la presse. Ils furent 6 à être condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes exorbitantes. Ça, c'est une spécialité encore du coin, hein, c'est de donner à des particuliers des amendes que l'intégralité de la communauté peut payer, même en s'y mettant tous. Réussir avec l'aide de leurs amis juristes israéliens démocrates à faire réduire les peines en appel, mais pas le montant des amendes. Les décisions des juges se heurtaient toujours aux décisions de l'armée qui leur échappaient. Même quand les juges disaient, ben là on est d'accord, l'armée n'arrivait pas derrière en disant, mais c'est nous qui commandons. Le 23 juin 1964, le comité Al-Ard, dans l'impossibilité d'obtenir la permission de publier, écrit un mémorandum de 13 pages au secrétaire général des Nations Unies. Donc, ils ne peuvent plus faire publier leur feuille de chou. Ils sont dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation de publier un véritable journal. Donc, ils écrivent au secrétaire général des Nations Unies. État nouvellement créé, Israël célèbre cette année son 16e anniversaire. Dans ce mémorandum, ils rappellent leur appartenance imprescriptible au monde arabe. Les rédacteurs font la liste de leurs griefs les plus graves. La confiscation des terres, avec une exégèse détaillée de toutes les ordonnances qui les autorisent. La dureté du règlement militaire, son racisme, la peur et la terreur qu'ils engendrent. La répression qui s'est abattue sur la culture arabe et en particulier sur l'éducation. Vous avez des programmes spécifiquement sionistes dans tous les programmes pour les enfants. Parce que vous voulez apprendre le sionisme à des Palestiniens qui n'ont pas le droit d'apprendre leurs propres chansons, leurs propres danses. C'est incroyable. Moi, ça me rappelle des faits qui se sont passés ailleurs. Et je veux dire, eux critiquent et ont réclamé une terre
parce qu'ils avaient souffert, mais en fait, ils ont fait exactement la même chose, si pas pire, aux personnes qui habitaient sur les territoires qu'ils ont voulu récupérer. Je continue, absolument. Je continue. La liste des discriminations raciales dans tous les domaines publics, que ce soit la santé, les services publics ou la démocratie locale. Alors, dans leur mémorandum, à la fin, ils réclament l'égalité des droits pour tous les citoyens, c'est-à-dire l'égalité entre les Juifs et les Arabes, le respect des libertés fondamentales, la fin des discriminations, et ils rappellent le combat pour obtenir l'autorisation de publier leur journal. Ils font un long développement sur la jeunesse de leur mouvement qui précise enfin que parmi leurs revendications fondamentales se trouve la reconnaissance du plan de partage de 1947. Ils ont reçu un écho nul, même pas une réponse, ni même un accusé de réception, alors que c'est évident que leur mémorandum a atteint le secrétaire national des Nations Unies, c'est clair. Donc, ils apprendront plus tard que des Arabes qui ont lu leur texte réagirent comme s'ils découvraient qu'il y avait des Arabes en Israël. Mais c'est pas comme s'ils découvraient, c'est ce que m'a dit Mansour, il m'a dit c'est comme s'ils découvraient, mais ils découvraient. Pour la plupart des gens, Israël, il y avait des Juifs et des Arabes, c'était de l'autre côté. La plupart des gens ne savent pas qu'à l'intérieur même d'Israël, il y avait des Arabes qui n'étaient pas partis et qu'ils représentaient ce bouillon cette menace intérieure aux yeux des Israéliens et ce désespoir pour les Palestiniens qui étaient pris. Ils n'étaient pas considérés par les autres Arabes comme des Arabes alors qu'ils étaient bel et bien pris au milieu, quoi. Voilà. Donc, d'autres Palestiniens ont commencé à faire la une en Jordanie. En Jordanie, c'est de l'autre côté du Jourdain. Dans les camps où depuis 16 ans sont passés les déracinés, un tout nouveau mouvement commence à se faire connaître, le Fatah. Voilà. Et si personne aux États-Unis n'a réagi au mémorandum, en Israël, la répression s'est abattue sur le groupe. Alors là, ils n'ont pas loupé. Ben Gurion avait été remplacé par Levi Eshkol. Le mouvement Al-Ard a été mis hors la loi. Mansour a été condamné pour contact avec l'Égypte, son ami Habib Kawahji pour contact avec la Syrie et Salih Banransi pour avoir publié un tract dénonçant les arrestations. Ces fils de la terre, Abna el-Balad, c'est comme ça qu'on les appelle, furent le premier mouvement authentiquement palestinien qui n'avait cessé d'en appeler à la coopération entre juifs et arabes dans un cadre juste et reconnu. Ils n'ont jamais cessé de dire nous voulons un cadre juste et reconnu pour coopérer entre juifs et arabes. Ils n'ont jamais cessé de le dire et de le faire. El-Ard a été banni, traîné dans la boue, rayé de la carte. Les autorités ont investi le domicile de Mansour, ils ont saisi tous ces documents, les exemplaires du journal et même le texte du mémorandum aux Nations Unies, dont il ne lui reste même pas un exemplaire. Quand je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me montrer? Il m'a dit non, je n'en ai plus, ils ont tout pris. Eh bien, je l'ai trouvé en France, in extenso, dans le numéro 252 bis de la revue Les Temps modernes. Donc, si vous voulez prendre connaissance de ce mémorandum que mon ami Mansour, et ses amis ont envoyé aux Nations Unies pour appeler à l'aide pour les Arabes israéliens, c'est dans le numéro 252 bis des Temps modernes. Alors, les Arabes israéliens, je vous ai expliqué, ils avaient le droit de vote, ils avaient le choix entre voter communiste ou sioniste. C'était recevable ni d'un côté ni de l'autre. La plupart n'étaient, et les fils de la terre, appelés au boycott des élections au titre que, je cite, en 1948, les Arabes de ce pays possédaient 160 000 hectares de bonnes terres, il leur reste aujourd'hui 25 000 hectares de cailloux. Donc, on ne va pas voter pour cet État. On ne va pas participer à cette mascarade. À la suite de cet appel au boycott, 42% des Arabes se sont abstenus ou ont voté blanc. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que voilà, quand ils lancent quelque chose, ils sont quand même entendus de la rue arabe. En 1961, ils prônaient encore l'abstention, mais le journal interdit depuis février 60 ne leur servait plus de relais pour les dire, donc ils ont décidé de se lancer dans la campagne. En 1965, le mouvement était interdit et ses dirigeants étaient en prison. La participation électorale parut le seul moyen de continuer d'exister. Et c'est là qu'ils sont rentrés dans le cirque électoral. Ils reçurent immédiatement l'appui d'un avocat israélien nommé Yaakov Meridor. Et j'ai connu de ces avocats israéliens qui venaient porter main forte aux Palestiniens. J'en ai connu vraiment plusieurs. Alors, Mansour dit de ces courageux Israéliens qu'ils sont aux yeux du pouvoir plus dangereux encore que les Arabes. Les Arabes, on peut cracher dessus plus facilement que sur ces Juifs-là. Nous ne sommes, dit-il, que les ennemis numéro 2 du système. Les plus dangereux contre le système, ce sont les Juifs opposants. Alors, les militants sont partis à la chasse aux signatures nécessaires pour faire reconnaître une liste. Pour présenter à la Knesset, il faut une liste. Pour avoir une liste, il faut des signatures. Donc, les autorités militaires sont entrées dans la danse. Des dizaines de jeeps de l'armée et d'hommes en armes ont parcouru nos rues étroites jour et nuit, frappant à nos portes à n'importe quelle heure.
violant la sainteté de nos maisons, troublant le calme et la sécurité de nos enfants et de nos anciens avec des cris et des menaces. Retirez votre signature ou vous serez exilé. Retirez votre signature ou vous serez assigné à résidence. Retirez votre signature ou vous nous mettez en danger de mort. Votre signature doit être retirée à n'importe quel prix. Il leur en fallait 750, ils en ont réuni 2000. Malgré tout. 2000. Mais à peine la liste était-elle déposée qu'elle était interdite et ses initiateurs tous condamnés à l'exil intérieur. Et pif paf, voilà, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc Mansour embrassa son épouse Yvonne, il l'avait épousée en 1961, la douce Yvonne que j'ai connue également, et son nouveau-né Taoufik que j'ai connu également, et il partit pour Arad dans le Negev. Le Negev, c'est le sud, c'est la pointe. Allez, une carte, le Negev, il est parti pour Arad. Donc il venait du nord de la Galilée. Voilà, voilà. Oui, il a fait du chemin. Voilà. Alors, vous voyez, Beersheba, Dimona, quelque part là, au milieu du Negev. Voilà. Arad, c'est la pointe. Là, tout ce qui est au sud de Beersheba et Dimona, c'est vraiment c'est pas complètement désertique, mais enfin, c'est vraiment très, très aride, quoi. Voilà. Et Arad, c'est dans ce coin-là. Alors, lui, il venait de, vous voyez, entre le lac de Tibériade et Haïfa, Nazareth. Voilà. Oui. Donc, il est parti à Arad. Et c'est là qu'il a découvert, c'est intéressant parce qu'il faisait vraiment flèche de tout bois pour faire avancer sa cause. Il a découvert l'importante communauté juive orientale que les Israéliens avaient fait venir dans les années 50. Et dans les zones plus ou moins, enfin c'est ce qu'ont assuré à différentes reprises les Juifs séfarades, c'est-à-dire ceux qui venaient des pays arabes, qu'on les a entassés dans des zones de développement qui ne se développaient pas et on les a parqués dans des territoires très pauvres. Et les territoires très pauvres, c'est là qu'a été envoyé Mansour. Donc il arrivait de Nazareth, il n'a jamais voulu apprendre l'hébreu, hein, c'est marrant. Il parlait l'anglais absolument impeccablement, il n'a jamais voulu apprendre l'hébreu. Mais quand il s'est retrouvé au milieu de cette population juive, eh ben, il s'est mis à parler arabe et ils se sont compris. Il dit, mais il y a des juifs sympas en arabe, il y a des juifs arabes. Ben oui, il y a des juifs arabes, juifs, c'est pas, ça n'a rien à voir, on peut être juif et arabe, la preuve. Donc, ce qui devait arriver arriva, il a sympathisé avec eux, on l'avait envoyé là pour l'empêcher d'influencer les Arabes, sa présence risquait d'être subversive pour d'autres raisons, le fit revenir à Nazareth où il a été assigné à résidence. Il n'allait pas rester pour raconter les malheurs des Arabes à des Juifs, allez-y, retour à la case départ, on l'a renvoyé à Nazareth où il a été assigné à résidence, alors il n'avait pas bracelet aux pieds, mais enfin il fallait qu'il soit chez lui la nuit, enfin, c'est infernal, quoi. Il avait connu 10 fois la prison. Il avait l'interdiction formelle de sortir des limites de la ville. Il devait venir pointer à 16 heures tous les jours et se trouver chez lui entre une demi-heure avant le crépuscule et une demi-heure après lui. C'est pas possible de travailler. Tu ne peux pas travailler. Alors, Yvonne était institutrice. Donc, il vivait du salaire de sa femme. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas sortir sur le pas de la porte sans être surveillé. 1966 a vu la levée totale du gouvernement militaire sur la population arabe d'Israël. 1966, clap, l'armée déménage. Des zones militaires étendues avaient été créées à l'intérieur desquelles la circulation était possible. Mais elles restaient restreintes pour passer d'une zone à une autre et pour en sortir. L'armée quitta donc ville et village arabes où elle fut instantanément remplacée par la police, qui remplit exactement le même rôle, le Shabbat, acronyme de Shirut HaBitachon HaKlalit, c'est-à-dire service de sécurité générale, qui refera par on remplace les militaires par la police. Et vous croyez que ça va s'adoucir, à votre avis? Mansour vivait petitement du salaire d'Yvonne, doublé des recettes que lui apportait le minuscule magasin de boissons et de glaces. Combien faut-il vendre de crème glacée pour pouvoir faire un salaire, hein? Alors, une nouvelle horreur est arrivée. En 1967, les Israéliens ont franchi la ligne de cessez-le-feu de 48 et pris possession de toute la Cisjordanie et de Gaza, étendant leur domination sur la totalité de l'ancien territoire mandataire et sur beaucoup d'autres. Et ça a déclenché quoi? Une nouvelle ruée massive de réfugiés, notamment vers Gaza. Alors, carte, voilà. La carte numéro 3, les territoires palestiniens dans les frontières de 67, la ligne verte, l'armée israélienne a traversé cette ligne verte et elle a tout occupé. Et les territoires palestiniens d'aujourd'hui, c'est ce qui reste en vert, enfin aujourd'hui. D'accord. Oui, maintenant, à mon avis, c'est encore parce que là, on parle de 2010, hein, imagine. C'est-à-dire il y a 15 ans, il y en a encore moins, mais voilà. Regardez ce qui se passe, petit à petit, de plus en plus, les territoires palestiniens se réduisent à peau de chagrin. Ouais. Voilà.
Alors, hop là. La guerre des 6 jours achevait non seulement le rêve nassérien, parce que vraiment, ils avaient cru à Nasser, ils avaient cru vraiment que Nasser allait pouvoir leur rendre la liberté, mais elle anéantissait toute possibilité de voir appliquer un jour le plan de partage, puisqu'on voulait un plan de partage sur ce qu'ils avaient déjà pris et ils prennent le quadruple. Ils ne rendront pas, hein, ils rendront pas. Donc, des exactions et des atrocités commises pendant ces 6 jours de malheur et les jours de malheur qui suivirent, les Occidentaux et la population israélienne de base ne sauront rien avant des années encore. Mais les Palestiniens savaient ce qui sera révélé au compte-gouttes des travaux d'Israéliens intègres. Les massacres de masse, les viols, les destructions massives de maisons et de villages, les meurtres et les pillages à grande échelle. La ville de Kalkilia, la ville palestinienne de Kalkilia, sera vidée entièrement de ses habitants, rue par rue, maison par maison, en pleine nuit. Et ces habitants seront obligés de s'exiler à Naplouse où ils resteront 1 mois. À leur retour chez eux, ils retrouveront leur ville détruite à 80% et le reste pillé de tout ce qu'ils pouvaient contenir. Voilà les résultats de la guerre de 6 jours. Commença alors l'ère nouvelle de l'occupation militaire, désapprouvée par les nations. Parce que maintenant, l'occupation militaire, c'est l'occupation dans les territoires. Et là, les nations ne reconnaissent pas l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Alors, la situation des Arabes israéliens n'avait jamais été mentionnée comme telle, elle n'avait jamais eu à être blâmée. Les Arabes israéliens étaient totalement invisibles à la communauté internationale. Invisibles. Comment il y a des Arabes en Israël? Voilà. L'arrivée massive de soldats israéliens en Cisjordanie et à Gaza permettait aux médias de s'y intéresser. Et en même temps que la poigne de fer s'abattait sur ceux de Cisjordanie, elle se relâchait sur les Arabes israéliens par un jeu de vases communicants pas si absurde. Désireux de ne pas retourner à la situation antérieure où ils vivaient vraiment sous la terreur, ils ont adopté un profil bas pour se faire oublier. Voilà. Les retrouvailles avec l'autre côté, c'est-à-dire que les familles ont été séparées en 1948. Vous avez des gens qui se sont retrouvés en territoire israélien, d'autres qui étaient en territoire palestinien, et pendant entre 1948 et 1967, les familles étaient séparées. Des villages avaient été coupés en deux, des maris séparés des femmes, des parents des enfants. Enfin, ça a été des drames. Et les retrouvailles avec l'autre côté ont été l'occasion de constater l'écart. Ceux de Cisjordanie ont été suffoqués de découvrir que l'occupation jordanienne qu'ils avaient subie jusqu'à 1967 avait été moins destructrice que l'israélienne. Ils avaient plus de diplômés, ils avaient un meilleur niveau scolaire et une électrification des villages bien plus avancée qu'en Galilée. Voilà. Inexorablement, la judaïsation de la Galilée avançait. Tout autour des villages palestiniens ancestraux, nichés au fond des vallées luxuriantes, des colonies haut perchées s'installaient comme autant de miradors, prenant à chaque fois les meilleures terres alentour. Nazareth-Ilite, au-dessus de Nazareth, Carmiel, une ville totalement nouvelle, au perché, au milieu de la Galilée. Les paysans expropriés étaient devenus des ouvriers qui partaient le matin, ramassés par un système de bus à horaire unique, et revenaient le soir, épuisés, crasseux, fourbus et humiliés. Certains avaient trouvé de l'embauche comme journaliers dans des kibbutzim installés sur leur propre terre. D'accord. D'autres faisaient la plonge dans des collectivités ou bien construisaient sans relâche des villes nouvelles et des colonies composées sur les ruines de leur Palestine bien-aimée. Pour les Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire les Arabes israéliens, la guerre d'octobre 1973, la troisième du genre, dite de Kippour, fut l'occasion de nouvelles brimades. Par exemple, on fit participer la population arabe à l'effort de guerre en lui réquisitionnant tous ses véhicules. Pourquoi se gêner? Vous avez une voiture, tac, elle est plus à vous, on vous la rendra après la guerre, si on l'a gardée. Les Arabes d'Israël, ceux de l'intérieur, étaient porteurs de la carte d'identité israélienne sur laquelle, dans la case nationalité, était inscrit arabe, c'est-à-dire non juif. Sur la carte d'identité israélienne, avec la carte d'identité, vous savez, c'est pas le passeport, c'est la carte d'identité, vous avez une case, les nationalité, juif ou arabe. Si vous êtes arabe, vous n'êtes pas juif. Croyez-moi, ce n'est pas le même tarif. Pas le même tarif. La manière dont les armées égyptiennes, syriennes et libanaises avaient lancé l'attaque en 1973 prirent les Israéliens de court jusqu'à la dernière minute et le monde arabe redressa la tête. Là, on n'avait pas menacé, on avait agi. Hein. Les rodomontades de Nasser, c'était on va faire ci, on va faire ça, puis finalement, on ne fait rien du tout. Là, on n'a pas dit on va faire, mais on a fait quand même. Et là, les Arabes ont dit tiens, on ne peut plus se moquer de nous comme on avait fait. Donc, les Arabes ne se sentaient plus la cible des moqueurs. Ils tinrent tête pendant 3 semaines jusqu'à ce que l'oncle Sam, l'Amérique, une nouvelle fois, entre dans la danse en faisant arrêter les combats. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend quand je dis l'oncle Sam, c'est une vision allégorique de l'Amérique. Donc, dans les têtes des 450 000 Arabes Israël, l'ennemi n'était plus aussi redoutable qu'avant.
L'humiliation de 1967 s'estompait. Le nationalisme assoupi donna des signes de réveil prochain. Le combat de l'ancien mené de Nazareth n'était peut-être pas perdu encore. Au début de mars 1976, alors 76, je traînais déjà mes guêtres depuis 4 ans dans ce pays. Hein, je peux balader déjà depuis un moment dans cette partie du monde. Une réunion s'est tenue à la mairie de Nazareth, tout nouvellement acquise à une municipalité communiste, dirigée par le poète député Taoufik Ziyad. Cette réunion réunissait 11 maires et chefs de village au nom d'un comité de défense des terres arabes, initié par un prêtre maronite avec le soutien du Parti communiste. Ils entendaient protester contre une nouvelle saisie de parcelles de terre et ils voulaient organiser le 30 mars une grève qui serait un jour de la terre. C'est-à-dire que toutes les terres ne sont pas encore prises. On continue de les prendre régulièrement, elles ne sont pas toutes encore prises. C'était la politique de confiscation, quelque peu en sommeil depuis 63, qui reprenait. Ils ne croyaient pas à la promesse d'une compensation. Non, non, laissez en prendre les terres, on vous compensera. Tiens. Non, on ne vous croit pas. On ne vous croit pas, vous ne compenserez rien du tout, vous ne prendrez pas nos terres. Donc, en bordure d'un terrain militaire, il s'agissait des oliveraies de 3 villages qui se trouvaient coupés des paysans qui les exploitaient. Vous avez, j'ai un champ là-bas. Oui, mais là au milieu, il y a une route et vous n'avez plus le droit de traverser. C'est comme ça. Mais mes oliviers, eh ben, on va les arracher. Vous n'en avez plus besoin. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça depuis des dizaines d'années maintenant. Le 25 mars, nous sommes en 76, le 25 mars, une réunion de tous les élus arabes mit les partisans de la grève en minorité. Les notables renonçaient au mouvement. Les notables, c'est quoi? Ce sont les gens qui font la jonction entre l'autorité israélienne et la population. C'est le propre des notables. Ils se réunissent, ils disent non, on fait rien. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils savent la pression de l'autre côté. C'est pas qu'ils veulent trahir spécialement leur population, mais ils savent le prix qu'il va y avoir à payer. Ils disent on ne peut pas vous suivre, vous n'allez pas faire une journée, de grève, vous allez perdre, ne faites pas ça. Donc ces maires sont pris en tenaille entre un État qui les somme en permanence de faire preuve de loyauté et la pression d'une base qui les a élus faute d'autre choix. Un peu syndicat. Absolument. Alors malgré leur avis, les notables ont dit non, ne faites pas grève. Le mot d'ordre de grève est maintenu pour le 30 mars. Et des volontaires commencent à distribuer des tracts partout dans les villages, comme au bon vieux temps d'El Har. Et on recommence. On imprime, on passe de maison en maison. Rendez-vous le 30. Tous les Arabes, y compris ceux des territoires. C'est-à-dire là, on vous parle des Arabes de Galilée, mais y compris ceux qui se trouvaient de l'autre côté de la ligne verte, étaient appelés à cesser le travail ce jour-là. L'armée a pris position dans les villes et les villages avec des camions et des autochenilles. À l'entrée du village de Sakhnin, elle se heurta à un barrage de pneus enflammés et à peine les véhicules furent-ils arrêtés qu'une pluie de pierres, de cocktails Molotov et de torches s'est abattue sur les soldats. Ils réagissent en tirant dans le tas. La grève n'était pas encore commencée, qu'elle avait déjà fait 4 morts. Et là, les Israéliens ne s'y attendaient pas du tout. Ils avaient pris l'habitude de faire face à une population totalement groggy et démobilisée, et là, ils étaient complètement affolés. Immédiatement, l'armée a décrété le couvre-feu total sur toute la Galilée. Le lendemain, le 30 mars, le jour fatidique, la panique de l'armée israélienne est montée d'un cran, la foule déchaînée a bravé le couvre-feu et harcelé les soldats à coups de pierres et d'objets enflammés toute la journée. Même les élus qui s'étaient opposés au mouvement en convinrent. Tout le monde participa au soulèvement. Il n'y eut aucun moyen de faire croire qu'il s'agissait de groupes isolés ou d'éléments extérieurs aux extrémistes. C'était la levée de la population arabe israélienne. Ce qui devait n'être qu'une cessation de travail pacifique devint la sortie en masse de toute la population arabe d'Israël. Les jeunes, les vieux, même les très vieux, les femmes, les jeunes filles, les enfants des écoles. Tout le monde convergea en foule au cœur des villes et des villages et affronta les militaires israéliens avec un tel déchaînement de haine que de nombreux appelés en revinrent complètement traumatisés. Vous savez, vous avez la certitude que vous êtes dans un État juif, que vous êtes un démocrate et que tout va s'arranger avec les Arabes et tout. Et vous allez, pour faire votre journée, une journée de service normal, et vous vous faites canarder de cette manière-là. Mais là, il y a des jeunes qui ont compris. On dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. À plusieurs reprises, des véhicules remplis de jeunes soldats s'étaient trouvés coincés dans la houle d'une foule hurlante qui exprimait pour la première fois depuis 28 ans sa haine accumulée, sa frustration et sa révolte. À l'issue du 2e jour, 3 nouvelles vies avaient été fauchées. L'opinion israélienne fut suffoquée par la nouvelle.
Depuis des années, elle se laissait abuser par le calme factice qui régnait sur une population groggy. On se berçait d'illusions en se disant que les Arabes commençaient à consommer quand ils rentraient le soir de leurs interminables journées à construire les maisons des Juifs. Donc, ils vont vouloir consommer, donc ils vont être calmes. Vouloir consommer ne pourra pas suffire à leur faire accepter la mainmise sur de nouvelles terres. C'est pourtant ce qu'avaient cru les autorités militaires et policières, aveuglées par leur mépris. Cette première journée de la Terre s'est soldée par la mort de 7 Palestiniens, plusieurs estropiés à vie, des centaines d'arrestations, des milliers de licenciements, des véhicules brûlés, des soldats molestés. Quelque temps plus tard, le président d'Israël viendra en personne s'assurer que les terres litigieuses ont bien été rendues à leurs légitimes propriétaires. La journée a donc été victorieuse, à un prix très élevé, mais victorieuse. Depuis le 30 mars 1976, tous les ans, à travers le monde, on célèbre ce jour-là, le jour de la Terre. Tous les ans, le jour de la Terre, le 30 mars. Combien savent qu'il s'agit d'une célébration de la terre palestinienne et que ce sont les Palestiniens de l'intérieur, dits les Arabes israéliens, qui l'ont inventé? Le fait est là, les oubliés de l'histoire ont donné au monde un jour de célébration annuelle, le jour de la terre, Yawm al-Ard. On va arrêter là le détail, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire de la Palestine. Mansour est mort, maintenant mort et enterré. Je vais résumer ce que je viens de vous dire. Je vais résumer pour faire une espèce de tentative de prospective d'avenir. Vous avez, quand vous parlez des Palestiniens, vous avez les Palestiniens de Gaza. Tout le monde a vu sur la carte ce que c'est que Gaza. C'est le sud d'Israël, coincé entre l'Égypte, Israël et la mer. 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. Je ne sais pas combien il en reste, mais 2 millions d'habitants. Vous avez les Palestiniens de Cisjordanie. Cisjordanie, d'accord, coincés entre les colonies et le Jourdain, c'est-à-dire la Jordanie. Ils sont 3 millions. Vous avez les Palestiniens de la diaspora, tous ceux qui sont tout autour, en Égypte, en Liban, en Syrie, en Jordanie, et ceux qui sont exilés plus loin. Il y en a en France, j'en ai croisé un au marché hier dans ma campagne. Ils sont entre 5 et 7 millions. Et puis il y a ceux d'Israël, ceux de Galilée et alentour, parce qu'il n'y a pas que la Galilée, il y a le Wadi Hara, il y a Haïfa, tout ça. Ils sont 2 millions, soit 1/5 de la population israélienne. Alors, si on veut faire 2 États, un juif et un arabe, on le met où, celui des Arabes? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, mon livre. Justement, attends. J'ai retrouvé l'ancienne couverture, mais tu m'as dit qu'il allait sortir en nouvelle couverture, c'est ça? Absolument. Il va sortir avec une nouvelle couverture. Voilà, ça c'est le livre que j'ai écrit aux éditions de l'Atelier avec mon cher Mansour en vignette. Voilà. Donc, le livre va ressortir avec une gravure du Puy de Marie en couverture. D'accord. Donc, dans la ruelle où il a eu sa maison. Voilà. La ruelle avec la fontaine. Donc, un peu avec les mêmes décors que les livres qui sont sortis ici récemment. Oui, dans ta collection, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça va ressortir. Donc, le livre va s'appeler Palestiniens chrétiens, arabes et israéliens. Palestinien chrétien, arabe et israélien. Et c'est vrai qu'il était israélien puisqu'il avait une carte d'identité israélienne, mais il était arabe, palestinien et chrétien. Voilà. Et il allait à la messe. Voilà, où je suis allé. Alors, j'ai été très impressionné de découvrir ce que c'était que la messe en arabe. Hein. Comme j'avais appris un peu l'arabe, je savais comprendre que notre Père, ça se traduit en arabe, je vous salue Marie, ça se traduit en arabe, et que voilà, et que j'ai pu assister à des messes en arabe, c'est très impressionnant, très impressionnant. Alors, Mansour, il était chrétien culturel, lui. Sa femme était croyante, lui, il était plus chrétien culturel que chrétien pratiquant, alors que Yvonne était une chrétienne fervente. Yvonne allait à la messe avec conviction. Lui, il allait pour l'accompagner. Voilà. Il accompagnait sa tendre épouse qu'il aimait vraiment tendrement. Alors, tout le monde est mort maintenant. Même leur fils Taoufik est mort. J'ai perdu tout ce monde-là. Et Mansour était sur son lit de mort quand on est venu lui dire, vraiment, il ne s'est pas relevé après, hein, il était vraiment mourant, il était au bout. Quelqu'un est venu lui dire que je venais de recevoir le prix Palestine avec le livre que j'avais fait avec lui. Parce que moi, je lui ai dit, écoute, Mansour, j'ai trouvé des gens qui s'intéressent à ton combat. Je leur ai dit qui tu étais, est-ce que tu serais d'accord pour me permettre de faire un livre? Alors, il m'avait dit d'accord. Donc, on avait passé plusieurs semaines ensemble à préparer ce livre. Et voilà qu'il apprend que le livre que nous avons fait ensemble vient de recevoir le prix Palestine. Et il a dit, vous direz à Marion qu'elle a illuminé mes derniers mots. C'est beau. Oui, c'était super beau. Voilà. C'était une très très belle personne, Mansour. C'est un homme vraiment très très pacifique. Cette tranche d'histoire va résumer vraiment une grande partie de l'histoire de la Palestine
Oui. les souffrances d'une famille qui s'est battue bec et ongle pour essayer de tenir autant bien que mal. Et c'est un hommage que tu fais à toutes ces familles qui sont malmenées, enfin, le peu qui reste encore et qui se battent, parce qu'il faut quand même se dire une chose, ça reste encore le dernier bastion qui arrive à tenir tête au sionisme. Plus aucune autre nation n'a su tenir tête à ce mouvement. C'est les seuls encore qui se battent contre le sionisme. Donc ça a l'air d'être une guerre dont on ne parlait pas plus que ça. Enfin, c'est revenu sur l'avant de la scène le 7 octobre, mais enfin, en attendant, je veux dire, ça reste une guerre qui est extrêmement, qui a une valeur extrêmement puissante, puisque au niveau historique, au niveau même christique, il y a vraiment quelque chose de très profond en fait dans cette guerre, hein, puisque bon, c'est le combat de gens qui ne croient pas en fait que le Christ est déjà venu et qui attendent encore la venue du Christ et qui sont dans un combat contre la vie en fait. Bah oui. La guerre du bien contre le mal, ça résume ça en fait. Oui, en quelque sorte, en quelque sorte. Alors moi, mon but dans tout ce que je fais, hein, que ce soit pour parler pédocriminalité, histoire ou pour parler Palestine, c'est de faire vivre au quotidien ces gens qui nous sont si proches en étant si éloignés. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert en faisant de l'histoire, c'est que nos aïeux étaient comme nous. Et ce que j'ai découvert en découvrant la Palestine, c'est que les Palestiniens, ils sont comme nous. Et ce que j'ai découvert également en allant au kibbutz, c'est que les Israéliens, ils sont comme nous. Et que, humaniser en fait, hein, humaniser. Voilà. Et c'est ça le message que j'ai envie de faire passer. C'est un message d'un profond amour. Je crois que j'ai un profond amour pour les gens. Les Palestiniens m'ont énormément touché, les Israéliens m'ont touché aussi, les bons, hein. Pas n'importe qui. Oui, tout à fait, mais on ne remet pas n'importe qui, pas n'importe lesquels. On ne fait pas de la généralité, hein. On est ici voilà, pour raconter un peu d'histoire. Voilà. Donc j'annonce le livre. Je ne sais pas exactement quand il va sortir, mais je pense que ça va se faire relativement prochainement et vous pourrez lire alors la totalité de ces témoignages, parce que là je vous ai fait un discours, je vous ai raconté ça en 1h30. Le livre fait plus que ça, hein. C'est vraiment, je donne quantité de détails et des détails quelquefois truculents, quelquefois révoltants, et voilà. Alors Marion, moi j'aimerais quand même te remercier parce que j'ai eu l'occasion aussi de passer des petits moments intimes avec toi et c'était une très très chouette rencontre. C'est pour ça que je t'ai suivi un petit peu plus intimement. Je tenais vraiment à te mettre à l'honneur sur l'émission. C'est gentil. Parce que j'admire tout le travail que tu fais. Tu es, à ton âge, être aussi motivée. Tu es quand même un bout de femme exceptionnel, quoi. Bon, c'est gentil. Je suis un peu petite à côté de toi, à tout niveau. Attends. Quand tu auras mon âge, tu en auras fait peut-être autant que moi. Ouais, mais bon, voilà, je suis toujours sous le charme de tout ce que tu fais. Tu es vraiment une très, très belle personne. Et je te remercie en tout cas d'avoir donné de ta présence sur Reporter Citoyen Belge. Merci pour ta confiance. Entendu. Eh bien, écoute, à bientôt. Je vais regarder si je peux pas te faire parvenir quelques photos. Non, je pense pas. Regarde, essaye d'inclure des cartes dans le. C'est fait. Dans le reportage. On a fait tout ça en direct. Donc, on a fait tout ça en direct, donc il n'y a aucun souci. Je te remercie en tout cas. Je t'embrasse. Merci, au revoir. Bye. Ciao. Bye.